Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite, c'est-à-dire la troisième partie d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avions lu les 6 premiers chapitres. Donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 7, un thé chez les fous, le chapitre 8, le terrain de croquet de la reine, et le chapitre 9, histoire de la tortue fantaisie. Donc, chapitre 7, un thé chez les fous. Sous un arbre devant la maison, une table se trouvait mise. Le lièvre de Mars et le chapelier y prenaient le thé. Plongés dans un profond sommeil, un loir était assis entre eux. Les deux compères appuyaient leurs coudes sur le dormeur, comme si c'eût été un coussin, et parlaient par-dessus sa tête. « Cela doit être très pénible pour le loir, pensa Alice. Mais comme il dort, je suppose qu'il n'en a cure. » La table était une grande table. Pourtant, les trois convives étaient serrés les uns contre les autres à l'un de ces 4 angles. « Pas de place !» s'écrièrent-ils dès qu'ils virent Alice s'approcher d'eux. « De la place, il y en a à ne savoir qu'en faire !» répondit avec indignation Alice en s'asseyant dans un vaste fauteuil placé à l'un des bouts de la table. « Vous prendrez bien un peu de vin ?» proposa d'un ton de voix des plus aimables le lièvre de Mars. Alice promena son regard sur toute l'étendue de la table, sans y découvrir rien d'autre que du thé. « Je ne vois pas, fit-elle observer, le moindre soupçon de vin. »« Il n'y en a pas, admit le lièvre de Mars. En ce cas, ce n'était pas très poli de votre part que de m'en offrir, répliqua Alice en colère. Ce n'était pas très poli de votre part que de venir vous asseoir ici, sans y avoir été invité, riposta le lièvre de Mars. Je ne savais pas que cette table vous fût réservée, repartit Alice. Elle est mise pour bien plus de 3 personnes. Vous auriez grand besoin d'une coupe de cheveux, dit le chapelier. Depuis quelques instants, il n'avait cessé de fixer, d'un air de vive curiosité, son regard sur Alice, et c'étaient là les premières paroles qu'il prononçait. Vous devriez apprendre à ne pas faire des remarques personnelles, répliqua d'un ton très sévère Alice. Cela est très grossier. En entendant ces paroles, le chapelier ouvrit de grands yeux, mais il se contenta de demander « Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ?» Fort bien, nous allons à présent nous amuser, pensa Alice. Je suis contente que l'on ait commencé de poser des devinettes. Je crois que je pourrais deviner cela, ajouta-t-elle à haute voix. Voulez-vous dire, demanda le lièvre de Mars, que vous pensez pouvoir trouver la réponse à la question? Précisément, répondit Alice. En ce cas, poursuivit le lièvre de Mars, vous devriez dire ce que vous pensez. Je dis ce que je pense, s'empressa de répondre Alice, ou du moins, je pense ce que je dis. Et c'est la même chose, n'est-il pas vrai? Pas du tout la même chose, protesta le chapelier. Tant que vous y êtes, vous pourriez aussi bien dire que je vois ce que je mange. C'est la même chose que je mange ce que je vois. Vous pourriez aussi bien dire, renchérit le lièvre de Mars, que j'aime ce que l'on me donne, c'est la même chose que l'on me donne ce que j'aime. Vous pourriez aussi bien dire, ajouta le loir qui, semblait-il, parlait tout en dormant, que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. Pour
c'est bel et bien la même chose, dit au loir le chapelier, et là-dessus la conversation s'interrompit, et le petit groupe se tint coi 1 minute durant, tandis qu'Alice passait en revue dans son esprit tout ce dont elle pouvait se souvenir à propos de corbeaux et de bureaux, et ce n'était pas grand-chose. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. « Quel jour du mois sommes-nous » demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré de son gousset sa montre et la regardait d'un air inquiet, en la secouant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un instant, puis répondit « Le 4. » « Elle retarde de 2 jours, soupira le chapelier. Je vous avais bien dit que le beurre ne vaudrait rien pour le mouvement, ajouta-t-il en lançant au lièvre de Mars des regards courroucés. C'était du beurre de la meilleure qualité existante, plaida humblement le lièvre de Mars. Oui, mais on y aura introduit en même temps des miettes, grommela le chapelier. Vous n'auriez pas dû y mettre le beurre avec le couteau à pain. Le lièvre de Mars prit la montre et la contempla d'un air mélancolique. Puis il la plongea dans sa tasse de thé et la contempla de nouveau. Mais il ne put imaginer rien de mieux que de répéter en substance sa remarque initiale. C'était, croyez-moi, du beurre de la meilleure qualité qui fût. Alice avait, non sans quelque curiosité, regardé par-dessus son épaule. Quelle drôle de montre, remarqua-t-elle. Elle indique le jour du mois et elle ne dit pas quelle heure il est. Pourquoi le dirait-elle, grommela le chapelier. Est-ce que votre montre à vous dit en quelle année nous sommes? Bien sûr que non, répondit sans le moindre embarras Alice. Mais c'est parce que l'on reste dans la même année durant un très long laps de temps. C'est précisément ce qui se produit dans le cas de ma montre à moi, dit le chapelier. Alice se trouva terriblement déconcertée. La remarque du chapelier lui semblait dépourvue de toute signification, et pourtant elle était grammaticalement correcte. Je ne saisis pas très bien, dit-elle aussi poliment que possible. Le Loir s'est rendormi, fit observer le chapelier, et il versa sur le museau du petit animal un peu de thé brûlant. Le Loir, d'un air agacé, secoua la tête et sans ouvrir les yeux murmura « Bien sûr, c'est là précisément ce que moi-même j'allais dire. » Avez-vous trouvé la réponse à la devinette? Demanda le chapelier en se tournant derechef vers Alice. Non, je donne ma langue au chat, répondit Alice. Quelle est cette réponse? Je n'en ai pas la moindre idée, avoua le chapelier. Moi non plus, reconnut le lièvre de Mars. Alice poussa un soupir de lassitude. Je pense, dit-elle, que vous auriez sûrement mieux à faire de votre temps que de le gaspiller à poser des devinettes auxquelles il n'y a pas de réponse. Si vous connaissiez le temps aussi bien que je le connais moi-même, dit le chapelier, vous ne parleriez pas de le gaspiller comme une chose. Le temps est une personne. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, répondit Alice. Bien sûr que vous ne le voyez pas, répliqua le chapelier en hochant la tête d'un air de souverain mépris. J'ajouterais même que vous ne lui avez jamais parlé autant. Peut-être bien que non, répondit avec prudence Alice, mais à mon cours de musique, on m'a appris à marquer le temps. Ah, dit le chapelier, voilà qui explique tout. Le temps n'admet pas qu'on le veuille marquer comme le bétail, alors que si seulement vous étiez resté en bon terme avec lui, il ferait faire au pendule tout ce que vous voudriez ou presque. Par exemple,
à supposer qu'il soit 9 heures du matin, l'heure de commencer votre travail d'écolière, vous n'auriez qu'un mot à dire au temps, et l'aiguille ferait le tour du cadran en un clin d'œil. Voilà qu'il serait déjà 1h30, l'heure du déjeuner. Je voudrais bien que cela soit vrai, soupira par soi le lièvre de Mars. Ce serait, certes, magnifique, dit Alice pensive. Mais alors, voyez-vous, je n'aurais probablement pas faim. Au début, peut-être, dit le chapelier, mais vous pourriez faire rester les aiguilles sur 1h30 aussi longuement qu'il vous plairait. Est-ce ainsi que vous-même vous procédez? Demanda Alice. Le chapelier fit de la tête avec tristesse un signe de dénégation. Moi non, répondit-il. Le temps et moi, nous nous sommes querellés en mars dernier, juste avant que celui-ci ne devint fou. De sa cuillère à thé, il désignait le lièvre de Mars. C'était au grand concert donné par la reine de cœur, et je devais chanter « Scintillez, scintillez, petite pipistrelle, qui doucement venez nous frôler de vos ailes. » Je suppose que vous connaissez la chanson. J'ai entendu quelque chose dans ce genre-là, dit Alice. Cela continue, voyez-vous, poursuivit le chapelier de la façon suivante. Dans le crépuscule où sans bruit vous voletez, scintillez, scintillez comme un plateau de thé. À ce moment, le Loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant. Scintillez, scintillez, scintillez. Et il continua ainsi avec tant de persévérance que l'on dut le pincer pour le contraindre de se taire. Eh bien, dit le chapelier, à peine avais-je terminé le premier couplet que la reine sursautait et se mettait à hurler. Assassin, il est venu ici avec l'intention de tuer le temps, qu'on lui tranche la tête. Quelle horrible cruauté, s'exclama Alice. Et depuis lors, poursuivit d'un ton chagrin le chapelier, le temps fait tout ce qu'il peut pour me contrarier. Il est toujours 6 heures désormais. Une idée lumineuse vint à l'esprit d'Alice. Est-ce pour cela, s'enquit-elle, qu'il y a sur cette table tant de tasses et tant de soucoupes? Oui, c'est bien pour cela, admit dans un soupir le chapelier. C'est toujours l'heure du thé. Nous n'avons donc jamais le temps de faire la vaisselle. Alors vous faites sans arrêt le tour de la table, je suppose, demanda Alice. Effectivement, dit le chapelier, à mesure que les tasses ont été utilisées. Mais qu'arrive-t-il quand vous vous retrouvez à votre point de départ? Se hasarda à demander Alice. Si nous changions de sujet de conversation, dit dans un bâillement le lièvre de Mars. Je suis fatigué de tout ceci. Je propose que la jeune demoiselle nous raconte une histoire. J'ai bien peur de n'en connaître aucune, dit Alice que la proposition n'enchantait guère. Alors c'est le Loir qui va nous en raconter une, s'écrièrent-ils tous deux. Et Loir, éveille-toi, hurlèrent-ils en le pinçant des deux côtés à la fois. Le Loir ouvrit lentement les yeux. Je ne dormais pas, affirma-t-il, d'une voix faible et rauque. J'ai entendu chacun des mots que vous autres avez prononcés. Raconte-nous une histoire, ordonna le lièvre de Mars. Oh oui, je vous en prie, insista Alice. Et dépêche-toi de la raconter, ajouta le chapelier, sinon tu vas te rendormir avant qu'elle ne soit terminée. Il était une fois 3 petites sœurs, commença de dire dans une grande précipitation le Loir. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly, et elles vivaient au fond d'un puits. De
se nourrissait d'elle, sans qui Alice, qui prenait toujours un vif intérêt aux questions concernant le boire et le manger. Elle se nourrissait de mélasse, affirma le Loir après une minute de réflexion. Voyons, elle n'aurait pas pu se nourrir ainsi, fit gentiment observer Alice. Elle serait tombée malade. Justement, elles étaient malades, répondit le Loir, très malades. Alice essaya de s'imaginer ce à quoi pouvait bien ressembler un si extraordinaire mode de vie, mais c'était trop déconcertant pour elle, et elle préféra poursuivre. Mais pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Reprenez donc un peu de thé, proposa d'un air pénétré à Alice le lièvre de Mars. Je n'ai encore rien pris du tout, repartit-elle d'un ton de voix offensé. Je ne saurais reprendre de rien. Vous voulez dire que vous ne sauriez reprendre de quelque chose, dit le chapelier. Quand il n'y a rien, cela ne doit pas être très facile que de reprendre de ce rien. Personne ne vous a demandé à vous votre avis, répliqua Alice. Qui est-ce qui fait des remarques personnelles à présent? Demanda le chapelier triomphant. Alice ne sut trop que répondre au chapelier. Elle se servit donc une tasse de thé et prit une tartine de beurre. Puis elle se tourna vers le Loir et répéta sa question. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Le Loir Derechef réfléchit pendant 1 ou 2 minutes, puis il déclara: c'était un puits de mélasse. Cela n'existe pas, s'écria fort en colère Alice. Mais le chapelier et le lièvre de Mars firent chut, chut, et le Loir d'un ton maussade lui fit observer: si vous ne pouvez pas être poli, vous feriez bien de finir l'histoire vous-même. Non, veuillez continuer, dit Alice en se faisant très humble. Je ne vous interromprai plus. Après tout, peut-être existe-t-il un puits de cette sorte. Un seul. Un seul vraiment, s'exclama le Loir, outré. Il consentit néanmoins à poursuivre. Donc, ces 3 petites sœurs, voyez-vous bien, elles apprenaient à extraire. Qu'extrayaient-elles? Demanda, oubliant tout à fait sa promesse, Alice. De la mélasse, dit le Loir, sans prendre cette fois le temps de la réflexion. Il me faut une tasse propre, intervint le chapelier. Avançons tous d'une place. Tout en parlant, il se déplaçait, suivi du Loir. Le lièvre de Mars prit la place du Loir, et Alice, un peu à contre-cœur, prit celle du lièvre de Mars. Le chapelier fut le seul à tirer avantage du changement. Alice se trouva sensiblement plus mal qu'auparavant, car le lièvre de Mars venait de renverser le pot à lait dans son assiette. Ne voulant pas vexer de nouveau le Loir, Alice commença très prudemment de dire: je ne comprends pas très bien, d'où extrayait-elle de la mélasse? On extrait du pétrole d'un puits de pétrole, répondit le chapelier. Je pense donc que l'on peut extraire de la mélasse d'un puits de mélasse, hein, pauvre idiote. Mais elles étaient au fond du puits, dit au Loir Alice en feignant de n'avoir pas entendu la réplique du chapelier. Bien sûr qu'elles y étaient, répondit le Loir, et puis alors là, bien au fond. Cette réponse déconcerta tellement la pauvre Alice qu'elle laissa le Loir parler pendant quelque temps sans songer à l'interrompre. Elles apprenaient aussi à dessiner, poursuivit le Loir en bâillant et en se frottant les yeux, car il avait grand sommeil. Et elles
dessiner toutes sortes de choses, tout ce qui commençait par une L. Pourquoi par une L sans qui Alice? Pourquoi pas? Répondit le lièvre de Mars. Alice se tint coite. Le Loir, cependant, avait fermé les yeux et il commençait à somnoler. Mais le chapelier l'ayant pincé, il se réveilla en poussant un cri plaintif et poursuivit, qui commençait par un L, tel les lance-pierres, la lune, la lucidité, la lurette. Vous savez que l'on dit de certains événements plus ou moins éloignés dans le passé qu'ils se sont produits il y a belle lurette. Avez-vous jamais vu un dessin représentant une lurette? À vrai dire, maintenant que vous me le demandez, avoua Alice qui ne savait plus du tout où elle en était, je ne pense pas. En ce cas, vous auriez intérêt à vous taire, dit le chapelier. Une telle insolence était plus qu'Alice n'en pouvait supporter. Complètement écœurée, elle se leva et s'éloigna. Le Loir sombra instantanément dans le sommeil et aucun des deux autres ne prêta la moindre attention au départ d'Alice qui se retourna 2 ou 3 fois dans le vague espoir qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, ils essayaient d'introduire de force le Loir dans la théière. En aucun cas je ne reviendrai en ces lieux-ci, déclara tout en cheminant avec circonspection à travers bois Alice. C'est bien là le thé le plus insupportable auquel il m'était été donné d'assister de ma vie. Comme elle disait ces mots, elle remarqua que l'un des arbres était pourvu d'une porte qui permettait d'y pénétrer. Voilà qui est fort curieux, pensa-t-elle. Mais qu'est-ce qui n'est pas curieux aujourd'hui? Je crois que je ferais bien d'y entrer tout de suite. Et c'est ce qu'elle fit. De nouveau, elle se trouva dans la longue salle, auprès de la petite table de verre. Cette fois-ci, je vais mieux m'y prendre, se dit-elle, et elle commença par se saisir de la petite clé d'or, et par s'en servir pour ouvrir la porte qui conduisait au jardin. Puis elle se mit en devoir de grignoter le morceau de champignon qu'elle avait gardé dans sa poche, jusqu'à ce que sa taille se fût réduite à quelques 30 centimètres. Puis elle traversa le petit corridor. Puis elle se trouva enfin dans le merveilleux jardin, au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines. Chapitre 8. Le terrain de croquet de la reine. Près de l'entrée du jardin se dressait un grand rosier. Les roses qui le couvraient étaient blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à peindre ces roses en rouge. Alice se dit que c'était là une bien étrange occupation, et elle s'approcha pour les regarder faire. Au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui s'exclamait: Fais donc attention, le 5, ne m'éclabousse pas de peinture comme cela. Ce n'est pas de ma faute, répliqua d'un ton maussade le 5, c'est le 7 qui m'a poussé le coude. En entendant cela, le 7 leva les yeux et dit: Félicitations le 5, toujours à prétendre que c'est la faute d'autrui. Toi tu ferais mieux de te taire, répliqua le 5. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'avoir la tête tranchée. Pourquoi cela? Demanda celui qui avait parlé le premier. Ça, le 2, ce ne sont pas tes oignons, répondit le 7. Pardon, ce sont justement les siens, repartit le 5, et je vais lui répondre. C'est parce que le 7 avait apporté à la cuisinière des bulbes de tulipes au lieu des 10 oignons.
7 jeta par terre son pinceau et il venait de dire, certes, de toutes les injustices, quand son regard se posa par hasard sur Alice en train de les observer. Il s'interrompit tout net. Les autres se retournèrent et tous trois s'inclinèrent très bas devant la petite fille. « Voudriez-vous, je vous prie, me dire, demanda quelque peu intimidée Alice, pourquoi vous peignez les roses que voici ?» Le 5 et le 7 restèrent quoi, se contentant de regarder le 2. Ce dernier, à voix basse, avoua. « Eh bien, voyez-vous, mademoiselle, le fait est que ce rosier-ci eût dû être un rosier fleuri de roses rouges, et que nous avons planté là par erreur un rosier blanc. Or, si la reine venait à s'en apercevoir, nous serions tous assurés d'avoir la tête tranchée. C'est pourquoi, voyez-vous, mademoiselle, nous faisons de notre mieux avant qu'elle n'arrive pour... » À cet instant, le 5, qui depuis quelque temps surveillait d'un air inquiet le jardin, s'écria « La reine, la reine !» Les 3 jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre sur le sol. On entendit un bruit qui semblait être produit par les pas d'un grand nombre de personnes. Et Alice, qui brûlait d'envie de voir la reine, se retourna. D'abord venaient 10 soldats porteurs de masses d'armes en forme d'as de trèfle. Ces soldats étaient tous, comme les 3 jardiniers, plats et rectangulaires. Leurs mains et leurs pieds se trouvaient fixés à leurs 4 angles. Venaient ensuite 10 courtisans. Ceux-ci portaient des habits constellés de diamants taillés en forme d'as de carreau et marchaient 2 par 2 comme les soldats. Après eux venaient les enfants royaux. Ils étaient au nombre de 10 et ces chers petits s'avançaient par couple, la main dans la main, en sautelant gaiement. Ils étaient ornés de cœurs de la tête aux pieds. À leur suite venaient les invités, rois et reines pour la plupart, parmi lesquels Alice reconnut le lapin blanc. Ils parlaient d'une manière craintive et précipitée, en souriant de tout ce que l'on disait, et il passa près d'Alice sans faire attention à elle. Suivait encore le valet de cœur, portant la couronne royale sur un coussin de velours écarlate, et à la fin de cet imposant cortège venaient le roi et la reine de cœur. Alice se demanda si elle ne devait pas se prosterner devant eux, face contre terre, comme les 3 jardiniers l'avaient fait, mais elle ne put se rappeler avoir jamais entendu dire qu'il fût de règle d'agir ainsi au passage des cortèges. Du reste, se dit-elle, à quoi pourrait bien servir un cortège si les gens devaient tous se prosterner devant lui, face contre terre, et ne pas le voir passer. Elle resta donc debout là où elle se trouvait et elle attendit. Quand les personnages qui formaient le cortège arrivèrent à la hauteur d'Alice, ils s'arrêtèrent tous pour la regarder, et la reine demanda d'un ton de voix sévère « Qui est-ce donc ?» Elle s'adressait au valet de cœur qui pour toute réponse s'inclina en souriant. « Crétin !» s'exclama la reine en relevant la tête d'un air impatient, puis se tournant vers Alice, elle poursuivit. « Comment vous nommez-vous, mon enfant ?»« Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté, » répondit très poliment la fillette. Mais elle ajouta à part soi. Ma foi, ces gens-là, après tout, ne sont qu'un jeu de cartes. Je n'ai nulle raison d'avoir peur d'eux. Et qui sont ceux-ci ? Demanda la reine en montrant du doigt. Les 3 jardiniers prosternés autour du rosier, car voyez-vous bien, du fait qu'ils étaient couchés face contre terre, et que le motif qui ornait leur dos était identique à celui des autres cartes du jeu,
si c'était des jardiniers ou des soldats ou des courtisans ou encore 3 de ses propres enfants. Comment le saurais-je, répondit Alice, surprise de sa propre audace. Ce n'est pas mon affaire à moi. De rage, la reine devint cramoisie. Après avoir lancé à la fillette un regard furibond, digne d'une bête féroce, elle se mit à hurler. Qu'on lui tranche la tête, qu'on lui tranche. Sottise que tout cela, dit d'une voix forte et décidée Alice, et la reine se tint coite. Le roi mit la main sur le bras de son épouse en lui faisant timidement remarquer. Veuillez considérer, cher ami, que ce n'est là qu'une enfant. La reine se détourna de lui avec colère et ordonna au valet: retournez-les. Le valet, très délicatement du bout du pied, retourna les cartes. Debout, cria la reine d'une voix stridente et exaspérée. Les 3 jardiniers se dressèrent tout aussitôt d'un bond et se mirent à faire des courbettes devant le roi, la reine, les enfants royaux et tous les autres assistants. Arrêtez, clapit la reine, vous me donnez le tournis. Puis se tournant vers le rosier, elle poursuivit. Qu'étiez-vous donc en train de faire là? Plaise à votre majesté, répondit d'un ton de voix très humble le 2, en mettant un genou en terre. Nous essayons. Je vois, dit la reine, qui entre-temps avait examiné les roses. Qu'on leur tranche la tête. Le cortège se remit en marche, 3 des soldats s'en détachant pour exécuter les infortunés jardiniers qui se précipitèrent vers Alice pour implorer sa protection. On ne vous tranchera pas la tête, affirma en les mettant dans un grand pot de fleurs qui se trouvait à proximité Alice. Les 3 soldats les cherchèrent de tous côtés pendant 1 minute ou 2, puis s'en allèrent tranquillement reprendre leur place dans le cortège. Leur a-t-on bien tranché la tête, s'enquilla du tête la reine. Ils ont bel et bien perdu la tête, s'il plaît à votre majesté, répondirent à tue-tête les soldats. C'est parfait, cria la reine. Savez-vous jouer au croquet? Les soldats se tenaient coi en regardant Alice, à qui la question évidemment s'adressait. Oui, cria Alice. Venez donc alors, rugit la reine, et Alice se joignit au cortège en se demandant bien ce qu'il allait se passer ensuite. Il fait très beau aujourd'hui, dit tout près d'elle une voix craintive. Elle cheminait aux côtés du lapin blanc qui fixait sur son visage un regard inquiet. Très beau, répondit Alice. Où donc est la duchesse? Chut, chut, chuchota vivement le lapin en lançant derrière lui des regards pleins d'appréhension. Il se haussa sur la pointe des pieds, mit sa bouche tout contre l'oreille d'Alice et murmura. Elle a été condamnée à avoir la tête tranchée. Quel sauvage, s'exclama Alice. Avez-vous dit quel dommage? Demanda le lapin. Non, je ne trouve pas du tout que ce soit dommage, dit Alice. J'ai dit quel sauvage. Mais qu'a-t-elle donc fait? Elle a souffleté la reine, commença de dire le lapin. Alice fut prise d'un bref éclat de rire. Oh, chut, murmura d'une voix apeurée le lapin. La reine va vous entendre. Voyez-vous, la duchesse était arrivée très en retard, et la reine avait dit « À vos places !» cria d'une voix de stentor la reine, et les joueurs se mirent à courir dans toutes les directions, en se cognant les uns contre les autres. Néanmoins, au bout d'1 ou 2 minutes, chacun se trouvait à son poste et la partie commençait. Alice se dit qu'elle n'avait jamais de sa vie vu un aussi bizarre terrain de croquet. Il n'était constitué que de creux et de bosses. Les boules, c'étaient des hérissons vivants, et les maillets, des flamants vivants.
Les soldats devaient se plier en deux, pieds et mains appuyés au sol pour former les arceaux. La principale difficulté dès le début pour Alice eut trait au maniement de son flamand. Elle réussissait assez aisément à le tenir à bras le corps, les pattes pendantes, mais en général, au moment précis où, ayant obtenu un raidissement satisfaisant du cou de l'oiseau, elle s'apprêtait à lui faire frapper de la tête le hérisson. Comme par un fait exprès, le flamand se retournait pour la regarder, dans les yeux d'un air si intrigué qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Et quand elle lui avait fait baisser la tête et s'apprêtait à recommencer, il était exaspérant de constater que le hérisson s'était déroulé et qu'il s'éloignait de son allure traînarde. En outre, il se trouvait presque toujours un creux ou une bosse sur la trajectoire qu'elle voulait imprimer au hérisson. Et comme de plus les soldats pliés en deux ne cessaient de se redresser pour s'aller placer en d'autres secteurs du terrain, Alice en arriva vite à conclure que c'était là vraiment un jeu très difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour. Ils ne cessaient de se quereller et de se disputer les hérissons. Au bout d'un très court laps de temps, la reine entra dans une furieuse colère et se mit à arpenter le terrain en trépignant et en criant à peu près une fois par minute. Que l'on tranche la tête à celui-ci, que l'on tranche la tête à celle-là. Alice commençait à se sentir très mal à l'aise. Certes, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait se produire à tout moment. Et alors, pensa-t-elle, qu'adviendra-t-il de moi? Ils sont terribles ici, avec leur manie de trancher la tête des gens. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore des survivants. Elle était en train de promener autour d'elle son regard à la recherche de quelque moyen de s'enfuir, et elle se demandait si elle pourrait s'éloigner sans que l'on s'en aperçût, lorsqu'elle remarqua dans les airs une étrange apparition. Celle-ci tout d'abord l'intrigua fort, mais après l'avoir observée attentivement pendant 1 minute ou 2, elle comprit qu'il s'agissait d'un sourire, et elle se dit « C'est le chat du Cheshire, maintenant je vais avoir quelqu'un avec qui causer. » « Que devenez-vous » demanda le chat dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit que les yeux du chat apparussent pour le saluer d'un signe de tête. Il est inutile de lui adresser la parole, pensa-t-elle, tant que ses oreilles ne se seront pas manifestées, en tout cas tant que l'on ne verra pas au moins l'une d'elles. 1 minute plus tard, la tête tout entière était visible. Alice posa alors par terre son flamand et entreprit de faire au chat un compte-rendu de la partie de croquet, toute heureuse qu'elle était d'avoir en face d'elle quelqu'un qui l'écoutât. Le chat jugea sans doute qu'une partie suffisante de sa personne était maintenant visible, car rien de plus ne lui apparut. « Je ne crois pas que ces gens pratiquent un jeu correct, » commença de dire du ton de quelqu'un qui n'est pas très content Alice. Ils se disputent d'une façon si épouvantable que l'on ne s'entend plus parler, et en outre, il semble qu'il n'y ait pour eux aucune règle précise. En tout cas, s'il existe des règles, nul ne les observe, et vous ne sauriez imaginer combien il est troublant d'avoir affaire à tous ces accessoires vivants. Par exemple, l'arceau sous lequel doit passer ma boule est en train de se promener à l'autre bout du terrain. Et il y a tout juste un instant, j'aurais croqué le hérisson de la reine s'il n'eût pris la fuite en voyant arriver le mien. « Que pensez-vous de la reine ?» demanda à voix basse le chat. « Je ne l'aime pas du tout, » répondit Alice. « Elle est tellement... » À ce moment précis, elle vit que la reine se trouvait juste derrière eux et qu'elle les
enchaîna donc, fort au jeu de croquet, que cela ne vaut même pas la peine de terminer contre elle la partie. La reine passa son chemin en souriant. « À qui donc parlez-vous » demanda le roi en s'approchant d'Alice et en regardant avec beaucoup de curiosité la tête du chat. « À l'un de mes amis, un chat du Cheshire, » dit Alice. « Permettez-moi de vous le présenter. »« Il a un air que je n'aime pas du tout, » répondit le roi. « Néanmoins, s'il le désire, il peut me baiser la main. »« Je préférerais à vous le chat, m'en dispenser. »« Ne faites pas l'impertinent, » dit le roi, « et ne me regardez pas comme cela, » ajouta-t-il en se cachant derrière Alice. « Pourquoi, dit Alice, un chat ne regarderait-il pas un roi? Un chien regarde bien un évêque. J'ai lu cela dans un livre, mais je ne me rappelle plus lequel. »« Eh bien, il faut l'enlever d'ici, » dit d'un air résolu le roi, et il interpella la reine qui passait à ce moment-là. « Ma chère amie, je voudrais bien que vous fissiez enlever ce chat. » La reine ne connaissait qu'une seule façon de résoudre toutes les difficultés, grandes ou petites. « Qu'on lui tranche la tête, » ordonna-t-elle sans même se retourner. « Je vais moi-même aller chercher le bourreau, » dit avec empressement le roi, et il s'éloigna en toute hâte. Alice pensait qu'elle ferait peut-être bien de retourner voir comment le jeu se déroulait, quand elle entendit au loin la reine qui poussait des hurlements de fureur. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête tranchée parce qu'ils avaient laissé passer leur tour, et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements, car une telle confusion régnait dans le jeu qu'elle ne pouvait savoir si c'était ou non son tour de jouer. Elle s'en fut donc à la recherche de son hérisson. Celui-ci était en train de livrer bataille à l'un de ses congénères, et Alice estima que c'était l'occasion ou jamais d'utiliser l'un d'eux pour croquer l'autre. Le seul ennui, c'était que son flamand était allé se réfugier à l'autre bout du jardin, où Alice pouvait le voir qui s'efforçait désespérément de s'envoler pour s'aller percher sur l'un des arbres. Avant qu'elle n'eût capturé et ramené le flamand, la bataille était terminée et les 2 hérissons avaient disparu. Mais cela n'a pas grande importance, se dit Alice, puisque tous les arceaux ont quitté ce secteur-ci du terrain. Elle serra donc le flamand sous son bras pour qu'il ne pût s'échapper des rechefs, puis revint vers son ami pour continuer la conversation. Au moment où elle rejoignait le chat du Cheshire, elle eut la surprise de voir qu'une foule considérable entourait celui-ci. Une discussion s'était élevée entre le bourreau, le roi et la reine, qui parlaient tous à la fois, tandis que tous les autres joueurs gardaient le silence et paraissaient très mal à l'aise. Dès qu'ils aperçurent Alice, les 3 antagonistes firent appel à son arbitrage pour le règlement de leurs différends, et chacun d'eux lui exposa son point de vue. Mais comme ils parlaient tous en même temps, elle eut beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'ils disaient. Le point de vue du bourreau, c'était que l'on ne pouvait trancher une tête en l'absence d'un corps d'où l'on pût la détacher, qu'il n'avait jamais eu jusqu'alors à faire rien de semblable, et que ce n'était certes pas à son âge qu'il fallait commencer. Le point de vue du roi, c'était que tout être possédant une tête pouvait être décapité et qu'il fallait cesser de dire des sottises. Le point de vue de la reine, c'était que si l'on ne prenait pas une décision à l'instant même, elle allait faire exécuter tous les assistants. C'était cette façon d'envisager le problème qui avait si fort assombri et inquiété l'assemblée. Alice ne trouva à dire qu'une chose. Il appartient à la duchesse. Vous feriez mieux de lui demander à elle son avis à ce sujet. Elle est en prison, dit la reine au bourreau. Allez l'y chercher et ramenez-la ici. Et le bourreau
duchesse, la dite tête avait complètement disparu. Le roi et le bourreau se mirent à courir comme des fous à sa recherche dans toutes les directions, tandis que les autres joueurs s'en allaient reprendre la partie interrompue. Chapitre 9. Histoire de la tortue fantaisie. Vous ne sauriez croire, ma très chère, combien je suis heureuse de vous revoir, dit la duchesse en passant affectueusement son bras sous celui d'Alice pour faire quelques pas en sa compagnie. Alice fut très contente de la trouver en de si plaisantes dispositions et pensa que c'était peut-être le poivre qui l'avait rendue si méchante lors de leur rencontre à la cuisine. Quand moi je serai duchesse, se dit-elle, sans trop se faire d'illusions, il est vrai, je n'aurai pas dans ma cuisine le moindre grain de poivre. La soupe s'en passera fort bien. C'est sans doute le poivre qui met aux gens la tête près du bonnet, poursuivit-elle, très satisfaite d'avoir découvert une nouvelle théorie hygiénique. Et c'est le vinaigre qui leur aigrit le caractère, et la camomille qui les rend amers, et le sucre d'orge et les autres friandises qui adoucissent les mœurs des petits-enfants. Je voudrais bien que les grandes personnes sachent cela, car alors, n'est-ce pas, elles seraient peut-être, vis-à-vis de nous, un peu moins avares de sucreries. Cependant, elle avait complètement oublié l'existence de la duchesse, et elle fut quelque peu saisie d'entendre celle-ci lui chuchoter à l'oreille. Vous êtes en train de penser à quelque chose, cher ami, et vous oubliez de parler. Je ne peux, pour l'instant, vous dire quelle est la morale à tirer de ce fait, mais cela me reviendra dans un petit moment. Peut-être n'y a-t-il aucune morale à en tirer, se hasarda à remarquer Alice. Ta ta ta, mon enfant, répondit la duchesse. À tout il y a une morale, il n'est que de la découvrir. Et en disant ces mots, elle se pressait de plus en plus étroitement contre la petite fille. Alice n'était pas précisément ravie de la sentir si près d'elle. D'abord parce que la duchesse était vraiment très laide. Ensuite, parce qu'elle avait exactement la taille qu'il fallait pour que son menton s'appuyât sur l'épaule de la fillette, et parce que ce menton était très désagréablement pointu. Néanmoins, ne voulant pas être impolie, elle supporta de son mieux cet inconvénient. Il me semble que la partie prend meilleure tournure à présent, dit-elle afin d'alimenter un peu la conversation. C'est vrai, admit la duchesse, et la morale de ceci, c'est l'amour, l'amour qui fait tourner la terre. Quelqu'un a dit, murmura Alice, que la terre tournait bien quand chacun s'occupait de ses affaires. Ma foi, cela revient à peu près au même, déclara la duchesse en enfonçant son petit menton pointu dans l'épaule d'Alice, avant d'ajouter « Et la morale de ceci, c'est occupons-nous du sens et laissons les sons s'occuper d'eux-mêmes. » Quelle manie est là de vouloir tirer la morale de tout, se dit Alice. Je parie que vous vous demandez pourquoi je ne vous ai pas mis le bras autour de la taille, fit la duchesse après une pause. La raison en est que je me méfie du caractère de votre flamand, puis-je l'essayer. Il est capable de vous piquer d'un coup de bec, répondit prudemment Alice, qui se souciait assez peu de lui voir faire cet essai. Très juste, admit la duchesse, les flamands et la moutarde piquent, et la morale de ceci, c'est les oiseaux de même plumage volent de conserve. Malheureusement, la moutarde n'est pas un oiseau, fit remarquer Alice. Exact, comme d'habitude, reconnut la duchesse. Quel plaisir de vous entendre expliquer tout d'une manière si limpide. C'est, je pense, un minéral, dit Alice. Bien sûr que c'en est un, confirma la duchesse, qui semblait disposée à approuver
tout ce que disait Alice. Il y a une grande mine de moutarde tout près d'ici, et la morale de ceci, c'est il ne faut jamais juger les gens sur la mine. Oh, je sais maintenant, s'écria Alice, qui n'avait pas prêté attention à cette dernière phrase. C'est un végétal. Cela n'en a pas l'air, mais c'en est un. Je suis tout à fait de votre avis, répondit la duchesse. Et la morale de ceci, c'est soyez ce que vous voudriez avoir l'air d'être. Ou, pour parler plus simplement, ne vous imaginez pas être différente de ce qu'il eût pu sembler à autrui que vous fussiez ou eussiez pu être en restant identique à ce que vous fûtes, sans jamais paraître autre que vous n'étiez avant d'être devenu ce que vous êtes. Je crois, dit très poliment Alice, que je comprendrais mieux cela si je le voyais écrit noir sur blanc, mais je crains de n'avoir pu vous suivre tout à fait tandis que vous le disiez. Cela n'est rien auprès de ce que je pourrais dire si je le voulais, affirmait d'un ton satisfait la duchesse. Je vous en prie, ne vous donnez pas la peine d'en dire plus long que cela, répondit Alice. Oh, ne parlez pas de peine, repartit la duchesse. Je vous fais cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Voilà un cadeau qui ne lui coûte pas cher, pensa Alice. Je suis bien contente que l'on ne me donne pas de cadeau d'anniversaire du genre de celui-ci. Mais elle ne se hasarda pas à dire cela à haute voix. Encore en train de réfléchir, demanda la duchesse en lui enfonçant de nouveau dans l'épaule la pointe de son petit menton. J'ai bien le droit de réfléchir, répliqua Alice d'un ton acerbe, car les remarques de la duchesse commençaient à l'agacer quelque peu. Vous en avez le droit, admit la duchesse, tout comme les cochons ont celui de voler, et la mort, mais à ce point précis de sa réplique, au grand étonnement d'Alice, la voix de la duchesse s'éteignit au beau milieu de son mot favori, moral, et le bras qui tenait celui de la petite fille se prit à trembler. Alice leva les yeux et vit que la reine était debout devant elle, les bras croisés, les sourcils froncés, l'œil lançant des éclairs. « Belle journée, votre majesté, prononça tout bas et d'une voix blanche la duchesse. À présent je vous préviens loyalement, cria la reine en trépignant de rage, que vous ou votre tête allez devoir disparaître, et ceci en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Choisissez. La duchesse fit son choix et disparut à l'instant même. Continuons la partie, proposa à Alice la reine, et Alice, trop effrayée pour dire un mot, la suivit lentement jusque sur le terrain de croquet. Les autres invités avaient profité de l'absence de la reine pour se reposer à l'ombre, mais dès qu'ils l'aperçurent, ils se hâtèrent d'aller reprendre la partie. La reine leur fit simplement observer que le moindre instant de retard leur coûterait la vie. Pendant tout le temps que le jeu dura, la reine ne cessa de chercher querelle aux autres joueurs et de crier « Que l'on tranche la tête à celui-ci » ou « Que l'on tranche la tête à celle-là ». Les condamnés étaient aussitôt mis en état d'arrestation par les soldats, qui, bien entendu, pour s'acquitter de cette tâche, devaient cesser d'être des arceaux, de sorte qu'au bout d'une demi-heure environ, il ne restait plus un seul arceau sur le terrain, et que tous les joueurs, à l'exception du roi, de la reine et d'Alice, étaient sous bonne garde, attendant leur exécution. Alors la reine, hors d'haleine, abandonna la partie et demanda à Alice « Avez-vous déjà vu la tortue fantaisie ?» « Non, répondit Alice, je ne sais même pas ce que c'est qu'une tortue fantaisie. »« C'est ce avec quoi l'on fait la soupe à la tortue fantaisie, précisa la reine. »« Je n'en ai jamais vu ni entendu parler, avoua Alice. »« Venez alors, dit la reine, elle va vous raconter son histoire. » Tandis qu'elle s'éloignait
ensemble, Alice entendit le roi annoncer à voix basse à l'ensemble des condamnés: « Vous êtes tous graciés. » « Allons, voilà au moins une bonne parole, se dit Alice, que les nombreuses exécutions ordonnées par la reine avaient fort affecté. Bientôt, elles rencontrèrent un griffon qui, allongé au soleil, était plongé dans un profond sommeil. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un griffon, regardez l'image. Debout, paresseux, ordonna la reine. Emmenez cette jeune personne voir la tortue fantaisie et écouter son histoire. Pour ma part, je dois rebrousser chemin pour aller assister à quelques exécutions que j'ai ordonnées. Et là-dessus, elle s'éloigna, laissant Alice seule avec le griffon. Alice n'aimait pas beaucoup l'aspect de cet animal, mais à tout prendre, elle estima qu'il n'était pas plus périlleux de demeurer en sa compagnie que de suivre cette reine féroce. Elle attendit donc. Le griffon se leva sur son séant et se frotta les yeux. Puis il regarda la reine jusqu'à ce qu'elle fût hors de vue. Alors il se mit à rire sous cape. « Comme c'est drôle, dit-il de manière à n'être entendu que d'Alice et de lui-même. »« Qu'est-ce qui est drôle ?» demanda Alice. « Mais son comportement à elle, bien sûr, répondit le griffon. Tout se passe dans son imagination. On n'exécute jamais personne, voyez-vous bien. Venez. » Tout le monde ici me dit « Venez », pensa tout en le suivant sans trop de hâte Alice. On ne m'a jamais donné tant d'ordre de ma vie, jamais. Ils n'étaient pas allés bien loin lorsque, à quelque distance, ils aperçurent la tortue fantaisie assise, l'air triste et esselé, sur une petite corniche de rocher. Tandis qu'ils s'approchaient d'elle, Alice l'entendait pousser des soupirs à fendre l'âme. Elle ressentit pour elle une profonde pitié. « Quelle est la cause de son chagrin ?» demanda-t-elle au griffon, et le griffon de répondre à peu près ce qu'il avait répondu précédemment pour la reine. Tout se passe dans son imagination. En réalité, elle n'a aucun motif de chagrin. Voyez-vous bien, vous verrez. Ils s'approchèrent donc de la tortue fantaisie qui les regarda venir de ses grands yeux embués de larmes, mais d'abord se tint coite. « Cette jeune personne que voici, dit le griffon, elle voudrait bien que vous lui racontiez votre histoire, pour sûr. »« Je vais la lui raconter, » répondit d'une voix caverneuse la tortue fantaisie. « Asseyez-vous tous deux et ne dites pas un mot avant que je n'en ai fini. » Ils s'assirent donc, et durant quelques minutes, nul ne prit la parole. Alice se dit: « Je ne vois pas comment elle pourra jamais finir si elle ne commence pas. » Néanmoins, elle attendit patiemment. « Jadis, dit enfin dans un profond soupir la tortue fantaisie, jadis, j'étais une vraie tortue. » Ces paroles furent suivies d'un très long silence, rompu seulement de temps à autre par un poussé par le griffon et par les longs sanglots incessants de la tortue fantaisie. Alice était sur le point de se lever et de dire « Merci, madame, de m'avoir raconté votre histoire si intéressante. » Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que la tortue avait sûrement encore quelque chose à dire. Elle resta donc assise, immobile et sans souffler mot. « Quand nous étions petits, reprit enfin la tortue fantaisie d'une voix plus sereine, bien qu'un bref sanglot la secoua encore de temps à autre. Nous allions en classe dans la mer. La maîtresse était une vieille tortue que nous appelions la tortoise. » « Pourquoi l'appeliez-vous la tortoise, puisque c'était une tortue, s'enquit Alice. »« Nous l'appelions la tortoise parce que tous les mois elle nous faisait passer sous la toise, répondit la tortue fantaisie. Vraiment, je vous trouve l'esprit bien obtus. Vous devriez avoir honte de poser une question aussi naïve, ajouta le griffon, après quoi tous deux restèrent silencieux à regarder la pauvre Alice.
passe dans la mer, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Je n'ai jamais dit que je ne vous croyais pas, protesta Alice. Si fait, vous l'avez dit, répliqua la tortue Fantaisie. Taisez-vous, ajouta le Griffon, sans laisser à Alice le temps de rouvrir la bouche. La tortue Fantaisie reprit. Nous reçûmes une excellente éducation. En fait, nous allions à nos cours tous les jours. Moi aussi, je fréquentais régulièrement un externat, intervint Alice. Il n'y a pas là de quoi tant s'enorgueillir. Y avait-il à votre école des suppléments? Demanda d'une voix qui trahissait une légère inquiétude la tortue Fantaisie. Oui, dit Alice, nous y apprenions le français et la musique. Et le blanchissage? Demanda la tortue Fantaisie. Certainement pas, répondit avec indignation Alice. Ah, dans ce cas, votre école n'était pas vraiment une bonne école, constata d'un ton pleinement rassuré la tortue Fantaisie. Au bas des factures de la nôtre, on pouvait lire français, musique et blanchissage supplément. Vous ne deviez guère en avoir besoin, fit observer Alice, puisque vous viviez au fond de la mer. Je n'avais pas les moyens de me payer ce supplément-là, dit dans un soupir la tortue Fantaisie. Je m'en contentais des cours ordinaires. Que vous y enseignait-on? S'enquit Alice. Pour commencer, bien entendu, la lésure et les fritures, répondit la tortue Fantaisie. Puis les différentes parties de l'arithmétique, l'ambition, la distraction, la mortification et la dérision. Je n'avais jamais entendu parler de la mortification, se hasarda à dire Alice. Qu'est-ce que c'est? Le Griffon leva les deux pattes pour manifester sa surprise. Quoi? Jamais entendu parler de mortifier, s'exclama-t-il. Vous savez ce que c'est de vivifier, je suppose. Oui, dit d'un air dubitatif Alice. Cela veut dire rendre n'importe quoi plus vivant. En ce cas, poursuivit le Griffon, si vous ne savez pas ce que c'est que mortifier, c'est que vous êtes une vieille fée bêtasse. Ne se sentant pas encouragée à poser d'autres questions à ce sujet, Alice se tourna vers la tortue Fantaisie et lui dit « Qu'aviez-vous à apprendre encore ?» Eh bien, il y avait les listes noires, répondit la tortue Fantaisie en comptant les sujets sur ses battoirs. Liste noire ancienne et liste noire moderne, ainsi que la soulographie, puis le larcin. Le professeur de larcin était un vieux congre qui venait une fois par semaine. Lui, il nous enseignait la technique du larcin, ainsi qu'à escroquer d'après nature et à feindre à la presque. Qu'est-ce que c'est que feindre à la presque? Demanda Alice. Ma foi, je ne saurais vous en faire moi-même la démonstration, répondit la tortue Fantaisie, car je ne simule pas assez bien pour cela. Quant au Griffon, il ignore tout de cet art. Je n'ai pas eu le temps de m'y initier, expliqua le Griffon. J'étudiais les classiques sous la férule d'un maître qui n'était autre qu'un vieux cancre. Je n'ai jamais suivi ses cours, dit la tortue Fantaisie, dans un soupir. Il enseignait, disait-on, le patin et le break. C'est bien vrai, confirma le Griffon en poussant à son tour un soupir, et les deux créatures se cachèrent la tête entre les pattes. Et combien d'heures de cours aviez-vous par jour? S'enquit Alice qui avait hâte de changer de sujet de conversation. 10 heures le premier jour, répondit la tortue Fantaisie, 9 le suivant, et ainsi de suite. Quel drôle d'emploi du temps, s'exclama Alice. C'est la raison pourquoi l'on appelle ça des cours, fit observer le Griffon, parce qu'ils deviennent de jour en jour plus courts. C'était là pour Alice une notion tout à fait nouvelle, et elle y réfléchit un petit moment avant de remarquer. Mais alors le 11e jour ne pouvait être qu'un jour de congé. Bien sûr que c'était un jour de congé, répondit la tortue Fantaisie. Et comment faisiez-vous le 12e jour? Poursuivit avec vivacité Alice.
laisser parler comme ça de cours et de leçons, décréta d'un ton catégorique.